c'est Rémi Chamberlain. Je suis sergent, agent de protection de la faune, coordonnateur aux opérations ici au bureau régional de Saint-Raymond-de-Portneuf. Bonjour, Alexandre Nadeau, agent de protection de la faune au bureau local de Saint-Raymond de Portneuf. En gros, on est une organisation qui applique des lois et règlements. On est parapolicier, si on veut. On est des agents de la paix. On fait la vérification de la conformité, surtout là, tout ce qui est des activités reliées à la chasse, la pêche, le piégeage, protection des habitats fauniques, des espèces à statut particulier comme les espèces menacées ou vulnérables. Donc, on a un travail de terrain à faire, puis un petit peu de travail de bureau, mais énormément sur le terrain pour vérifier la conformité là, des personnes qui fréquentent là, nos forêts puis qui prélèvent la faune québécoise. On a les pouvoirs similaires là, à tous les corps d'agents de la paix au Canada. On a des pouvoirs d'enquête, on a les pouvoirs d'arrestation, de saisie, de perquisition. Donc, on est amené à rencontrer des gens, les prendre en infraction. Puis quand on a de la preuve suffisante, on va judiciariser tout ce qu'on a dans les dossiers pour progresser là, le dossier devant les tribunaux pour que les gens aient leurs infractions. Pour mettre fin surtout aux activités là, qui sont reprochables à la faune, surtout aux prélèvements multiples et des trucs comme ça. Là. Dans les différents mandats que mon collègue vient d'énumérer, dans le métier d'un agent de protection de la faune, il va arriver des aspects de sécurité du public. Donc, on a des gros gibiers qui se retrouvent en ville, mais qui ne sont pas d'un milieu propice, qui sont soit en danger pour eux ou en danger pour le public. Bien, naturellement, on va intervenir. Souvent, les corps policiers vont nous appeler pour venir capturer ces animaux-là puis les relocaliser en nature. Une des réglementations aussi, c'est qu'on applique 3 principales lois-cadres. La loi sur la conservation mise en valeur de la faune, qui est notre loi provinciale sur laquelle nous sommes désignés, nommés. De ça aussi va découler plusieurs règlements, dont la réglementation sur les gardes d'animaux en captivité, la réglementation sur les EC, réserves fauniques. Puis, comme je dis, il y a 183 règlements qui en découlent, habitat faunique aussi. La garde en captivité, qu'est-ce que ça implique? C'est que les gens, il y a des espèces qu'ils peuvent conserver à la maison, à leur domicile ou dans un milieu plus propice à ça. Ils vont avoir des installations de garde à respecter, mais aussi des obligations, que ce soit de l'eau à fournir, un abri, un toit, une certaine température à maintenir selon l'espèce et de la nourriture naturellement. Donc, ça peut arriver que les gens nous fassent des signalements par rapport à cet aspect de la garde en captivité. La loi sur les pêches aussi, c'est une des principales lois cadres qu'on va appliquer. De là découle le règlement de pêche du Québec qui vient dire que ça prend un permis de pêche, il y a des périodes à respecter, les engins à respecter aussi. De ce chapeau-là, on va porter celui d'agent des pêches. Donc, la première principale loi, on va être agent de protection de la faune. La loi sur la conservation mise en valeur de la faune. Loi sur les pêches F14, on va être agent des pêches. Et aussi, il va arriver la Convention sur les eaux migrateurs, qui est une loi aussi fédérale, comme la loi sur les pêches. On va porter le titre de garde-chasse. Mais principalement, notre travail, c'est d'être agent de protection de la faune. Donc, ça va être d'assurer la conformité des activités, faire des inspections, faire des enquêtes, des perquisitions, mais aussi assurer la sécurité du public, là, qui va être notre grande priorité, naturellement. Ce qui différencie le travail en milieu urbain, qui est, on va dire, Québec, comparé au milieu plus périurbain, on va dire ici, Saint-Raymond-de-Portneuf, je vous dirais la type de clientèle qu'on va retrouver dans les différents territoires. Ici, à Saint-Raymond, on a des territoires fauniques structurés qu'on appelle comme les EC, zone d'exploitation contrôlée. On a la Batican-Nelson, on a la ZEG de la Rivière-Blanche, qui amène une clientèle plus fixe, plus stable. Alors que pour le territoire de Québec, on a une clientèle qu'on va dire plus volante. Une réserve faunique des Laurentides, une grande partie qui est Québec qui couvre, avec un parc national. Donc, on a une clientèle qui est moins récurrente, qui est moins présente fréquemment dans le secteur. On a aussi un milieu très urbain à Québec, parce que principalement, le bureau de Québec va couvrir Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, quelques petites municipalités sur la côte de Beaupré, mais principalement, ça va être Québec. Donc, un milieu très urbain, avec une clientèle qui est, on va dire, plus en ville, qui amène aussi des gibiers importants, des gros gibiers importants, cerf de Virginie, orignal, ours noir, qui vont se retrouver en milieu urbain. Principalement, ça va être les types d'appels qu'on va recevoir, les gros gibiers à les déplacer en ville, ou relocaliser ou retourner en forêt. Ensuite de ça, on va avoir beaucoup d'appels conditions de garde, des signalements pour vérifier la garde en captivité. Est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'il y a assez de nourriture? Est-ce que l'enclos est sécuritaire? Tous des éléments comme ça qu'on va devoir valider. Mais on va quand même avoir des signalements d'actes illégaux, qu'on appelle des SIG dans notre jargon, pour des activités de prélèvement, pardon. Ça va être principalement ce qui est sur la pêche. On va avoir quand même de la chasse, mais c'est plus limité vu les types de territoires que j'énumérais plus haut. Comparé à Saint-Raymond, où on a une clientèle qui est plus axés sur les activités de prélèvement, on va dire la chasse, la pêche, le piégeage, et qui sont sensibilisés à
s'il y a un gros gibier derrière chez eux ou en ville, bien, plus souvent qu'autrement, on va être en mesure de le relocaliser sans avoir d'intervention d'agent. Combien d'appels d'intervention par année? Pour le bureau de Saint-Ramon, je dirais, on va faire une moyenne des 5 dernières années. Ça varie entre 150 à 200 appels, que ce soit pour signaler des animaux importants, comme on mentionnait tout à l'heure, ou des signalements d'actes illégaux. Entre-temps, entre ces appels-là qui sont couverts par les agents, ce ne sera pas nécessairement chaque appel qui va avoir un déplacement. Souvent, il va y avoir des recommandations ou ça va être tout simplement de l'information qui va nous aider à documenter d'autres dossiers ou à pouvoir, justement, faire avancer des causes. Fait que c'est quand même bon de nous le signaler, ça, c'est certain. Entre ça, comme mon collègue disait, on va faire de la patrouille aussi. Fait que oui, on a nos signalements, mais entre-temps, on n'attend pas ici que le téléphone sonne. On va être présent sur le territoire, on va documenter certaines problématiques aussi en vue de les régler. Fait qu'on va être présent sur le territoire pour pouvoir aussi discuter avec la population puis informer sur la réglementation, mais aussi pour couvrir les différents appels. Je dirais, comme je disais, une moyenne d'environ 150 à 200 annuellement. Bon, quels sont nos équipements qu'on utilise? Vu qu'on est porté évidemment à patrouiller l'arrière-pays, si on veut, on utilise beaucoup le camion patrouille. Alors, on a des véhicules identifiés, on a une flotte de véhicules identifiés munis de gyrophares et de sirènes, parce qu'on on conduit des véhicules d'urgence. On utilise VTT, donc des 4 roues. On utilise beaucoup de types d'embarcations, bateaux patrouille, canots, dépendamment du plan d'eau qu'on veut intervenir et patrouiller. On va utiliser aussi les motoneiges pour l'hiver. Alors, on est très diversifié. On va utiliser l'équipement le plus approprié pour la saison puis l'endroit où on a à intervenir ou patrouiller. On va utiliser les cages à ours aussi pour capturer les ours problématiques puis les relocaliser dans leur habitat naturel. Et puis, qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On peut avoir aussi recours parfois, on n'a pas nécessairement à notre bureau ici, mais on peut utiliser les services d'hélicoptères, d'hydravions, parce qu'on a des parties de secteur qui sont très loin, difficilement accessibles. Alors, c'est commun durant l'hiver ou l'été qu'on utilise ce type de transport-là pour accéder à vraiment des endroits qui sont inaccessibles et plus reculés pour faire notre travail. Bien, Sergent Chamberlain tient présentement le fusil Excalibur, qui est un fusil hypodermique qui fonctionne à air comprimé. C'est avec ce fusil-là, c'est un projecteur en fait qu'on appelle dans le jargon, qu'on va administrer les fléchettes avec les produits immobilisants pour endormir puis relocaliser les animaux. Donc c'est ça, il s'ouvre par la crosse, on insère la fléchette. On a une bonbonne CO2 et on a aussi un cadran pour la pression d'air avec une charte selon le type de fléchette que nous allons utiliser, administrée à l'animal. On a des distances naturellement selon le poids aussi de la fléchette. On a les différentes fléchettes ici qu'on va utiliser. Plus l'animal est petit, plus on va avoir une fléchette plus petite. Pour ce qui est de l'ours, on va avoir une aiguille beaucoup plus longue en fin de saison parce qu'il a passé l'été à prendre du poids, comme on dit. Quand on va arriver dans un gibier comme l'orignal, on va parler d'une fléchette qui est beaucoup, beaucoup plus grosse. Quand on relocalise un animal, on va lui apposer un tac d'oreille qu'on appelle. Il y a un numéro d'identification de l'animal. Et à l'endos, il y a le numéro à contacter si jamais vous récoltez à la chasse ou au piégeage un animal qui a été immobilisé. Fait que si jamais vous en récoltez un, appelez le numéro qu'il y a là. Puis ça va être une des questions qu'on va vous poser aussi. Par exemple, vous avez un ours problématique chez vous. On va vous demander s'il porte une étiquette d'oreille. On a les différents produits à administrer. On a des onguents. En fait, nous, on a une vétérinaire au ministère, puis on est sous sa supervision, dans le fond, pour faire les immobilisations d'animaux. Fait qu'on a les différents onguents qu'on va l'administrer. On a ici des petits loups pour les yeux, parce qu'ils ont des réflexes que les animaux vont perdre une fois qu'ils vont être sous immobilisation. Parce qu'il faut se rappeler qu'on manipule des ours. Fait que ça prend des produits qui font bien effet. On a les enfarges qu'on va installer aux pattes des gros gibiers, les cervidés principalement. Donc, les 4 pattes, on vient attacher ça ensemble. On a un stéthoscope, parce que, comme je mentionnais, c'est quand les animaux sont immobilisés, bien, ils sont sous notre responsabilité. Fait qu'on doit s'assurer de leur bien-être, on va prendre leurs signes vitaux. En même temps, ça va nous assurer que l'immobilisation se passe bien. On a différents équipements ici. Filets, que ce soit pour transporter souvent les ours. Principalement, les ours, on va les immobiliser quand ils sont dans un arbre. Parce que quand ils ont peur, ça va être un des réflexes qu'ils vont avoir. Fait qu'on va dire soit aux policiers ou aux gens présents, gardez-le dans l'arbre, restez en bas, faites du bruit pour qu'il reste, pendant que nous, on va se déplacer pour aller récupérer la bête. Puis on a différentes attaches de la corde pour déplacer les bêtes. Pour transporter les bêtes, on a différents équipements. On a des cages de transport pour les cervidés.
On a une civière, carrément, pour un orignal qu'on va mettre sur notre camion plateforme. Un camion charmeuse, qu'on appelle chargement mobile sécuritaire. C'est une plateforme hydraulique qu'on va servir autant pour le gros gibier à déplacer que pour nos équipements, véhicules tout-terrain, motoneige et VTT, 4 roues. On a le fusil, on a un pistolet, aussi on a un bâton seringue, parce que quand l'ours est en cage, par exemple, on n'a pas besoin d'un fusil aussi précis et aussi performant. On va avoir un pistolet plus petit à comprimer ou un bâton carrément seringue pour administrer la dose à la bête. C'est principalement les outils qu'on a pour faire l'immobilisation et la relocalisation des animaux importants. Si je peux me permettre de compléter aussi ce que mon collègue vient de dire, on va intervenir, nous, avec la grande faune, uniquement lorsque les animaux, là, le gros gibier, est confiné dans un endroit. Alors, s'il circule là, en milieu urbain, de notre côté, tant qu'il n'est pas confiné, on ne peut pas intervenir. Même chose si vous observez un orignal ou un ours dans le fond d'un champ. C'est une observation faunique, il n'y a pas de problématique en tant que telle. Mais pour utiliser ces produits-là, il faut absolument que l'animal soit confiné dans une cour pour qu'on puisse intervenir. Ou, comme mon collègue le disait, un ours qui est dans un arbre, c'est des conditions pour qu'on puisse intervenir. Ici, on a un équipement spécifique qu'on a en protection de la faune. On a des cages à ours. Il y a différents modèles qui sont en service. Un de nos plus anciens, mais très efficace comme modèle. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'on va ouvrir la porte ici, qui est une porte latérale. Différents modèles qui vont avoir une porte verticale. Ce modèle-ci va être latéral. Donc, quand vous voyez le grillage ici, c'est que la cage est tendue. Si vous voyez la porte refermée, c'est que principalement l'ours est à l'intérieur ou un autre animal comme un raton laveur, ça va arriver. Il va venir manger dans notre panier ici. Donc, on a un panier à pâté à l'avant ici. On va cadenasser naturellement quand on va tendre la cage. L'ours va venir ici s'alimenter dans le panier. Mais le panier est placé assez haut, qui va amener l'ours à s'étirer et appuyer ici sur la plaque au sol. De là est le mécanisme qui retient la porte. Donc, quand l'ours va venir s'alimenter, appuyer sur la plaque au sol, la goupille va se retirer de la porte et se refermer car c'est chargé avec un ressort. Très efficace, on capture... les vieilles cages sont très bonnes pour capturer nos ours. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans nos bâtiments? Bien, on est situé ici au 10-12 Grand Rang à Saint-Raymond. C'est un ancien poste de la Sûreté du Québec, là, pour ceux qui sont de la région, là, vous allez reconnaître l'endroit. Donc, on a un garage pour tout notre équipement qu'on vient de discuter. On a un endroit, premièrement, que le citoyen peut rentrer puis avoir accès à un service là, pour différentes brochures sur des réponses aux questions auxquelles il se pose là, sur plein de sujets reliés à la faune. Donc, une partie en avant d'accueil pour le citoyen. On a par la suite, on a un espace bureau parce qu'on est ici, là, 6 agents. On a chacun un espace pour travailler. On a ensuite au bureau un endroit pour rencontrer spécifiquement un citoyen qui voudrait rencontrer un agent de protection de la faune, soit parce qu'il y a des informations à nous donner ou que de notre côté, on l'a à l'interroger dans un dossier d'enquête. Donc, on a un local pour ça. On a une voûte ici au bureau d'objets saisis, tous les objets qui sont saisis dans le cadre de nos inspections, de nos perquisitions. Bien, le temps que le dossier soit judiciarisé, on a une voûte avec ces objets-là ici. Même pour ce qui est de la règle de preuve aussi, il y a des pièces anatomiques qui sont dans cette voûte-là. Alors, puis des endroits aussi, parce qu'on arrive du terrain, là, vestiaire, pour se changer, utilitaire, là, plus de ce type-là. Alors, on a un beau grand bureau varié puis qui est adapté là, à nos besoins pour le type de travail qu'on fait. Là. L'impact envers le public, notre rôle envers la communauté aussi, bien, principalement, on va avoir d'assurer la conformité de l'activité, mais aussi la pérennité de l'activité, mais autant de l'espèce. Fait qu'on veut s'assurer que l'activité est faite dans les règles de l'art, que la réglementation est respectée. La réglementation va en fait découler principalement des plans de gestion que les biologistes vont faire pour pouvoir conserver cette activité-là à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des obligations pour enregistrer certains gibiers. C'est pour s'assurer que le cheptel est en mesure de fournir selon la pression de chasse qu'on va exercer dessus. Ensuite de ça, bien, on a un rôle autant d'éducation. On a une devise, nous, qui est protéger, éduquer, prévenir. Donc, on va faire de la prévention, on va informer la population, on va donner des cours aussi sur la chasse, le piégeage. Et puis, on va donner de la réglementation sur le terrain. L'autre côté de la médaille, par contre, c'est qu'on va aussi intervenir en aspect de répression. Quand il y a des situations d'infraction, bien, autant il y a des situations qui se prêtent à faire de l'éducation, donner un avertissement, alors que d'autres nécessitent une infraction. Donc, on va aller avec la saisie, on va aller avec l'identification de la personne, puis on va rédiger
un rapport d'infraction générale ou un constat d'infraction portatif. Ça va être émis sur le champ, alors que le rapport d'infraction va partir plus longtemps dans les prochains mois. La personne va recevoir son billet, dans le fond, par la poste. Comme je dis, on a un côté aussi d'éducation. Bien, ça va être autant avec les animaux importants qui vont venir causer des problèmes sur certains territoires. Bien, on peut autant donner de l'information que, comme mon collègue disait, bien, si jamais c'est des ours ou des animaux sur lesquels on va intervenir, parce que les principaux animaux sur lesquels on va intervenir, ça va être ours noir, orignal, cerf de Virginie, les oiseaux de proie aussi. Ça, ce sont des animaux à déclaration obligatoire. Fait que toute personne qui en trouve un blessé, mort ou malade, doit le déclarer à un agent de protection de la faune par la centrale SOS Braconnage ou nous appeler directement au bureau pour nous le signaler. C'est tous des aspects pour lesquels on va travailler sur le terrain. C'est pas mal l'impact qu'on va avoir, là, puis qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. C'est autant répression qu'éducation présente sur le territoire aussi. Donc, quoi faire s'il arrive une situation de braconnage près de chez vous, votre secteur de chasse ou de pêche, ou un animal en détresse? Bien, tout d'abord, sur le terrain, essayez de prendre le plus de détails possible. Description de véhicule, le nombre de personnes, description physique si possible, les engins, plaques, numéro de plaque de véhicule, ça c'est sûr, ça nous aide beaucoup. Est-ce qu'on a accès à des moyens d'enquête pour obtenir à qui ça appartient ce véhicule-là, autant pour une embarcation qu'un aéronef que pour un véhicule. Donc, prenez le plus de détails possible sur le terrain. Si c'est une scène de braconnage, par exemple, vous trouvez plusieurs panses, des restes anatomiques de gros gibier, au même endroit, plusieurs douilles, plusieurs traces de véhicules, essayez de vous retirer. Au pire, prendre des photos, mais ne touchez à rien, ne pas contaminer. Dans le fond, on va appeler ça une scène de braconnage à notre niveau pour nous faciliter notre travail, nous, sur le terrain. Vous allez faire par la suite un signalement d'acte illégal via la centrale SOS Braconnage, urgence faune sauvage. Le numéro, c'est le 1-800-463-2191. Vous pouvez le faire aussi en ligne via un formulaire de signalement. Fait que vous laissez vos coordonnées courriel. Idéalement, laissez-nous vos coordonnées téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Naturellement, la confidentialité est assurée. Votre nom ne sortira jamais dans un dossier si vous ne voulez pas. Il y a possibilité de nous faire une déposition aussi, une déposition de témoin, dans le fond, qui serait jumelée à un dossier d'infraction. Donc, prenez le plus de détails possible sur la scène. On touche à rien. On le signale le plus rapidement possible à SOS Braconnage, comme mon collègue disait, le sergent Chamberlain. S'il n'y a pas d'agent sur le terrain, bien, si c'est une urgence priorité 1 qu'on appelle chez nous, il y a un agent qui va être contacté à son domicile, voir s'il peut traiter le signalement. Sinon, ça va être en priorité. Dès qu'il y a des agents qui vont rentrer au travail, ça va être couvert rapidement. On va naturellement recontacter la personne qui a fait le signalement pour obtenir le plus de détails possible. Fait que surprenez-vous pas si vous appelez, qu'on vous rappelle, parce qu'il y a certains éléments qu'on va vouloir aller chercher. Dont les accès aussi, ça peut être aussi de base que ça, c'est de savoir comment se rendre à cet endroit-là. Ça, c'est pour ce qui est d'une situation d'acte de braconnage. Je peux vous en énumérer quelques-unes. Vous entendez des coups de feu tard le soir. On est hors de période de chasse, vous entendez des coups de feu aussi. Vous voyez dans des champs des traces de véhicules. Il y a des véhicules qui sont passés, qui n'ont pas d'affaires là, que ce n'est pas les agriculteurs. Vous trouvez plusieurs douilles, des trucs comme ça. Gênez-vous pas. Si vous voyez quelque chose que vous dites ça ressemble à du braconnage, signalez-nous-le. Nous aussi, ça peut nous aider dans différents dossiers d'enquête qui n'ont pas encore cheminé, mais qui nous manquaient une pièce de casse-tête, comme on dit. Bien, c'est votre information qui peut venir boucler la boucle. Signalez-le. Nous, on va être bien contents d'avoir cette information-là. Pour ce qui est d'un animal en détresse, nous, on va intervenir principalement sur les gros gibiers. Fait que tout ce qu'il y a de petites faunes, les marmottes, les moufettes, ça a été une responsabilité qui a été déléguée aux municipalités il y a plusieurs années. Je ne vous dis pas que c'est chaque municipalité qui offre ces services-là. Par contre, ils peuvent vous référer ou vous prêter certains équipements pour gérer ces bêtes-là. Sinon, il y a certaines firmes là, qui sont spécialisées dans ces animaux problématiques-là. Il y a aussi le site Internet du ministère qui offre plusieurs fiches avec les recommandations sur quoi faire pour ces petits animaux-là. Nous, on va intervenir principalement pour le gros gibier, comme je mentionnais plus tôt. Les oiseaux de proie sont des animaux à déclaration obligatoire, donc le cerf de Virginie, ours noir, orignal aussi. S'ils sont blessés, malades, là, naturellement, on va intervenir. On va se déplacer. Encore là, il va falloir nous faire un signalement via la centrale SOS Braconnage. Si c'est des animaux qui sont importants, comme des ours noirs qui collent, bien là, on va aller en éducation. On va essayer de repousser cet animal-là dans son milieu naturel ou on va le capturer si c'est vraiment un animal problématique. Là, on a des équipements spécialisés pour faire la capture de ces animaux-là et les relocaliser dans un milieu plus opportun pour eux. Il va arriver certains gibiers où ils sont trop blessés, bien, il va falloir abréger leur souffrance. Là. Fait que ça, c'est des interventions qu'on va faire aussi. Il va falloir qu'on se déplace. Donc, nous le signaler dans ce temps-là. Quand vous trouvez un cerf de Virginie, par exemple, c'est ce qui est le plus fréquent ici dans le comté de Port-Neuf. Là. Le cerf de Virginie est assez en milieu urbain. Il arrive beaucoup d'accidents routiers. Bien, si vous en trouvez un qui est blessé,
faut nous le signaler. Ça résume pas mal pour les types de signalements à faire, comment le faire. Puis comme mon collègue disait, la centrale, c'est Centrale SOS Braconnage, elle est ici à Québec. C'est 24/7, 365 jours par année. Ça peut arriver des fois que vous ne preniez pas la ligne parce qu'il y a plusieurs appels. Je donne un exemple, la chasse, il y a quand même beaucoup d'appels. Laissez le message avec le plus de détails possible. Il y a un préposé qui va vous rappeler. Sinon, l'information va être transférée. Puis les agents du bureau local concernés vont vous rappeler dans les plus brefs délais. Bonjour, je me présente, Steve Corriveau, sergent instructeur au Centre de formation et de perfectionnement, au pavillon Le Cerf, à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Qu'est-ce que ça prend pour devenir agent de protection de la faune? Quel genre d'études? Pour devenir agent de protection de la faune, un diplôme d'études secondaires ou un équivalent qui est reconnu par nos autorités. Et aussi, ça prend des études postsecondaires, une année de postsecondaire dans le domaine soit de l'environnement, de la faune ou juridique, genre technique policière. Puis, les connaissances acquises que ça prend les connaissances qui auront été apprises dans ces formations, de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la réglementation afférente à ces formations. Puis, s'il manque, exemple, vous n'avez pas tout à fait la formation requise ou qu'il en manque, bien, 2 années de travail, exemple, comme assistant à la protection de la faune, peuvent faire le travail pour compenser l'année manquante. Fait que c'est ce que ça prend en frais d'études pour devenir agent de protection de la faune. Aussi, dans les critères, ça prend un permis de conduire de classe 5 valide. Le processus de sélection pour devenir agent de protection de la faune, dans le fond, le processus est fait l'année précédente. Dans le fond, on va faire du recrutement dans des centres d'emploi, dans des foires d'emploi, dans les salons, chasse-pêche, tout ça. On essaie d'être visible le plus possible pour aller recruter le plus de monde possible. Et puis, quand les gens, dans le fond, quand le gouvernement, le ministère rouvre le poste d'agent de protection de la faune pour engager des nouveaux agents, c'est que les gens vont postuler. Puis dans ce processus-là, dans la première phase, c'est que, comme je vous expliquais tantôt, il y a les études qui sont importantes. Fait que c'est le premier critère. Si on rencontre les critères, on est accepté. Bien là, on passe à l'étape suivante, qui est une entrevue avec des agents, des gestionnaires de l'organisation. Et puis, c'est à partir de là, de cette entrevue-là, on voit les aptitudes, si les gens ont le goût, on va chercher vraiment la petite fibre pour essayer d'avoir les meilleurs candidats le plus possible. Puis à partir de là aussi, après cette entrevue-là, quand ils sont acceptés, bien, on va aussi aller faire un examen, parce que pour rentrer au gouvernement, il faut faire un examen écrit. Donc, dans le processus, il y a un petit examen écrit. Puis, un coup que tout ça est fait, si les candidats reçoivent, dans le fond, ils vont recevoir des nouvelles, positives ou négatives, un petit peu plus tard. Après le processus de sélection pour l'examen écrit et l'entrevue de sélection, c'est qu'on va passer un test physique, le test TAP qu'ils appellent. C'est vraiment pour sélectionner des gens qui sont en bonne forme physique. Parce que le travail qu'on fait, on va marcher quand même sur des bonnes distances pour aller vérifier des pêcheurs, des chasseurs. Donc, ça prend des gens qui sont en très bonne forme physique. Suite au test physique, un coup ça est passé et c'est positif, vous continuez dans le processus de sélection, c'est qu'il va y avoir les examens médicaux. L'examen médical, c'est vraiment pour déceler, avoir des gens en bonne santé, qu'il n'y ait pas là, de défaillance ou vraiment, là, c'est des équipes médicales spécialisées, là, des compagnies spécialisées qui vont faire l'examen médical. Et si, dans le fond, l'examen médical est positif, bien, positif, c'est que vous êtes en bonne santé, vous continuez dans le processus. L'étape suivante, c'est l'examen de bonnes mœurs ou l'enquête de sécurité. C'est vraiment pour effectuer le travail d'agent de protection de la faune. On est quand même des gens avec les équipements, on est armés, tout ça. Fait qu'on veut s'assurer que les gens sont de bonnes mœurs. On veut s'assurer qu'ils ont un bon entourage, qu'ils ont des bons amis et aussi qu'il n'y ait pas de dossier criminel ou qu'il n'y ait pas rien qui traîne
qu'on pourrait avoir une surprise, qu'un petit peu plus tard, on est obligé de destituer ou de mettre fin à l'emploi à cause qu'il ne nous a pas tout dit. Fait que c'est vraiment important de dire la vérité sur ses antécédents. De toute façon, c'est une équipe spécialisée, soit de la Sûreté du Québec ou de la GRC, qui vont faire les enquêtes de sécurité. Après l'enquête de sécurité, tout va bien, ça continue, on vous dit tout est beau. Bien là, à ce moment-là, vous avez à aller suivre votre cours pour votre permis de conduire de classe 4A pour conduire des véhicules d'urgence. De toute façon, ils vont tous vous indiquer ça dans le processus. Fait que c'est là que ça devient vraiment important pour le processus de sélection. Ça englobe toutes ces étapes-là, puis toutes les étapes sont éliminatoires. Donc, si on échoue à une étape, bien, ça peut arriver qu'à cause qu'on n'est pas en bonne forme physique, mais l'année suivante, on peut réappliquer, refaire le même processus. Et puis, c'est pas fini à jamais, c'est qu'on peut recontinuer l'année suivante. Il s'agit juste de bien se préparer. Ou des fois, on a un pépin de santé, bien, on se remet en forme, on prend soin de notre santé, puis l'année suivante, on peut réappliquer. La formation d'agente de protection de la faune au centre de formation du Chêné, au pavillon Le Cerf, une fois le processus terminé, vous avez été sélectionné, vous êtes candidat, donc 21 semaines de formation environ. Là-dessus, les 2 premières semaines, pour des candidats, on dit conventionnels, vont venir 2 semaines plus tôt pour faire des mises à niveau en survie et en premiers soins en milieu éloigné. Après ces 2 semaines, le reste de la cohorte vient se joindre, donc le reste des membres, et puis la formation initiale commence. La formation initiale, c'est vraiment la formation de base pour devenir agent de protection de la faune. La formation de 17 semaines, ici dans nos locaux, c'est différentes formations. Il y a différentes salles de cours, comme ici, c'est une salle multidisciplinaire, comme on peut dire. Les groupes, souvent, sont séparés. Dans le fond, c'est un gros groupe. On veut avoir environ 32 candidats pour faire une formation. Des fois, c'est moins, on en perd en cours de route. Mais pour la formation, souvent, on a des cours qui sont divisés. Les groupes sont divisés en 2, en 3 ou en 4, tout dépendant des formations qu'on a dispensées. Les formations, c'est autant la conduite de véhicules d'urgence, la conduite de VTT, de motoneige, d'embarcation nautique. Ça va être l'emploi de la force, le tir avec le maniement de l'arme. C'est vraiment très, très diversifié. C'est vraiment toutes les formations de base données pour être agent de protection de la faune. Autant intervention physique, processus d'enquête et surveillance tactique du territoire sont les nombreuses formations qu'on a à dispenser ici durant le 17 semaines. Après le 17 semaines, les gens vont graduer, vont recevoir dans le fond leur insigne, leur certificat de désignation, ils peuvent aller travailler sur le terrain. Ils vont partir pour environ 8 semaines dans leurs bureaux respectifs, parce que déjà au départ, quand ils ont été engagés, ils savent où ils vont aller travailler. Les nouveaux agents qui ont été travailler 8 semaines dans leur bureau vont revenir ici à Duchesnay pour 2 semaines pour du perfectionnement. Le programme est en développement continu et s'adapte aux besoins de nos services. Donc, ici, au centre de formation, nous effectuons la formation initiale pour les nouveaux agents, mais aussi le perfectionnement pour des agents qui travaillent déjà sur le terrain depuis quelques années. Ils font un retour ici pour vraiment refaire ou perfectionner ou certains nouveaux apprentissages.